Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres pour ce 20h qui se veut spécial parce que grand format et nous sommes dimanche, donc c'est le journal du dimanche au soir qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. 9e traité d'amitié et de coopération TAC entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ouvert hier, les travaux s'achèvent le 27 juillet. Rencontre presque au forceps tant les réaménagements étaient multiples. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis rencontre gouvernement syndical. Les travaux au titre de l'année 2021 se sont achevés. L'état de mise en œuvre des engagements de 2015 et 2016, les réponses du gouvernement au cahier de doléances du 1er mai 2017 ainsi que celles de la plateforme revendicative du 1er mai 2021 ont été scrutées. Le président du mois de l'Union d'Action Syndicale viendra sur ce plateau donc pour donner les points de satisfaction tout comme d'achoppement. Et enfin sport. Iron Bibi, détenteur d'un nouveau record du monde, il soulève un poids de 217 kilos. Nouvelle performance que décryptera donc Claude Romba, notre analyste sportif. Nous reviendrons et nous nous arrêterons aussi sur les performances des athlètes burkinabés aux Jeux Olympiques. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être des vôtres. Vous aviez tout à l'heure de dérouler pour ce qui est de ce JDS. La première rubrique, c'est celle politique. Et nous l'annoncions en titre, l'actualité majeure, c'est bien sûr TAC, traité d'amitié et de coopération. Délégation ivoirienne et burkinabé se retrouvent autour des préoccupations communes à leurs deux peuples. Ce sont les deux directeurs généraux chargés de la coopération bilatérale, Olivier Romba et Maes Enyo, qui ont co-présidé les travaux des experts prévus pour hier et aujourd'hui, qui doivent baliser donc le terrain pour la réunion des ministres des Affaires étrangères, donc 26 juillet demain, et le Conseil conjoint de gouvernement 27 juillet. Délocalisation de Yamoussoukro à Abidjan, report de la conférence au sommet des chefs d'État à une date ultérieure, réduction du nombre de jours de travaux des experts, changement répété de la date de cette édition. Tout portait à croire que ce TAC ne se tiendra pas, mais c'était sans compter sur la détermination et la capacité de résilience dont on fait montre, évidemment, les deux peuples. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur Olivier Romba, directeur général de la coopération bilatérale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine des Burkinabés de l'extérieur. Et notamment sur cette actualité, nous allons aller du côté de la terre des Burni, donc d'Abidjan, avec notre correspondant permanent qui y est, et qui nous rapporte donc ces événements-là du TAC. Nous sommes donc avec Yamba Cabré. Bonsoir Yamba. Bonsoir Geoffroy. C'était un plaisir de vous avoir. On parlait donc de ce TAC-là en introduction, comme je le faisais tout à l'heure, avec les travaux qui ont débuté hier. Et on a vu qu'il y a eu plusieurs reports, parlant notamment d'abord d'une délocalisation, de la question des conférences, les travaux qui ont été réduits. Aujourd'hui, finalement, quelle est l'ambiance dans laquelle se tient ce 9e TAC? L'ambiance est bonne de la part des experts qui sont entrés en travaux depuis hier à l'hôtel Ivoire. Ambiance très bonne, mais par contre, comme vous l'avez indiqué à l'entame de la réunion des experts, l'ambassadrice Olivier Romba l'a signalé, c'était un TAC qui n'était pas du tout évident par rapport à un certain nombre d'événements qui ont amené à la relocalisation d'abord et à la réduction du nombre de jours et au report du sommet des chefs d'État. Certainement un TAC qui perd de sa faveur, de sa ferveur surtout, mais un TAC quand même qui garde l'essentiel pour maintenir le cadre des relations excellentes entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ok, Yamba Cabré. On sait que les travaux, comme vous le disiez, oui, pour les experts cités hier, normalement et aujourd'hui, c'est des travaux qui doivent baliser le terrain pour les rencontres de demain et d'après-demain. Quels sont les grands axes qui ont été retenus? On ne peut rien en tirer exactement du contenu des travaux, du résultat des travaux qui ont été menés depuis hier et aujourd'hui sous la conduite du directeur des relations bilatérales du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Mais par contre, l'ambiance a été, la plupart des experts ont relayé une bonne ambiance, mais le contenu est réservé essentiellement d'abord aux deux ministres des Affaires étrangères du Burkina et de la Côte d'Ivoire, demain,
qui vont prendre connaissance du contenu des travaux menés par les experts. Et il y aura une séance inaugurale entre le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara, demain. Et après, il y aura une séance de travail des deux ministres des Affaires étrangères pour statuer sur les rapports, le contenu qui a été élaboré par les experts, certainement des éléments qui vont porter à construire des traités qui vont servir au Conseil conjoint de gouvernement le mardi. D'accord. Vous parlez donc de la rencontre de demain, ministre des Affaires étrangères. Et justement, est-ce qu'il y a des attentes particulières lorsqu'on regarde par rapport à ce TAC-là? Je parle du niveau, au niveau évidemment ivoirien. Est-ce qu'il y a des attentes qui sont particulières? Des attentes toutes particulières du point de vue de ce que nous avons recueilli comme information de part et d'autre, pas de façon particulière, parce que comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Burkina, ce sont deux pays frères qui entretiennent de très bonnes relations. C'était deux pays qui ont une excellente collaboration, une excellente coopération bilatérale et multilatérale. C'est deux pays qui sont pratiquement des frères, des pays frères comme on le dit. Et il y a même des gens qui disent qu'il y a trop de symbolisme, des frères siamois, des amis de longue date, des liens historiques. Et en principe, tout est fait pour que les deux pays soient sur la même longueur d'onde en matière de coopération. Mais particulièrement pour ces TAC, il y a des points d'achoppement, comme par exemple le problème du Mopéco, l'orpaillage illégal, la traite du travail des enfants. Il y a un certain nombre de dossiers qui n'ont pas connu d'aboutissement, qui sont restés, qui ont survolé pratiquement les différents TAC. Nous sommes au 9e TAC, comme je peux vous le signaler. Nous sommes à la 9e édition du TAC. C'est un TAC d'une maturité, mais malheureusement, il y a des questions qui résistent au temps, qui n'arrivent pas à trouver un aboutissement conséquent. Donc, il y a quand même des attentes par rapport à ces différents éléments dont je faisais cas tout à l'heure, notamment le Mopéco, le dédommagement des déguerpis, la situation de l'orpaillage clandestin, illégal et le travail des enfants. Notamment des sujets donc qui seront débattus tout au long de ce TAC-là. Merci bien, Yamba Kabré. Je rappelle que vous êtes notre correspondant permanent à Abidjan. Et évidemment, Tweet TV qui reste au cœur de l'information va se faire plutôt ce plaisir-là et ce devoir de vous informer sur ce rendez-vous très important. Encore merci à Yamba Kabré. On va nous continuer ce JDS, journal du dimanche au soir, avec un autre sujet. C'était vendredi dernier, on se rappelle bien que se sont achevés les travaux de la rencontre annuelle au titre de l'année 2021 entre le gouvernement et les organisations syndicales de travailleurs du Burkina Faso. Au cours des travaux, les participants ont examiné l'état de mise en œuvre des engagements d'abord 2015, 2016, les réponses du gouvernement au cahier des doléances du 1er mai 2017 et puis aussi la plateforme revendicative, laquelle a été remise le 1er mai 2021. Et certaines réponses du gouvernement ont été jugées un peu satisfaisantes, d'autres pas du tout. Le point dans ce reportage signé Fatimata Nikema. C'est un regard qui en dit long sur les conclusions du dialogue au gouvernement syndicat des travailleurs. Après 5 jours de discussion, les centrales syndicales repartent insatisfaits des résultats issus des travaux. Et selon le président de moi des centrales syndicales, les raisons de cette insatisfaction trouvent origine dans les réponses qu'a servi le gouvernement en ce qui concerne leurs revendications. Il y a peut-être une quarantaine de points. Et les priorités aujourd'hui, nous avons demandé des augmentations de salaire. Nous avons demandé le relèvement du SMIC, qui est quand même un élément important. Nous avons aussi demandé, par exemple, de regarder la gestion de la Sotraco. Il faut dire qu'il n'y a pas un point qui n'est pas prioritaire. Tout est prioritaire dans notre doléance. Tout est prioritaire. Les deux parties ont donc décidé de commun accord de continuer le dialogue au grand bonheur des centrales syndicales. Ces dernières comptent bien saisir cette occasion pour mieux se faire comprendre afin d'obtenir du gouvernement des réponses favorables à leur plateforme de revendication. Présentement, il y a eu juste quelques points sur lesquels le gouvernement a accepté s'engager et nous comprenons aussi la situation. Comme nous l'avons dit dès le départ, nous
nous sommes dans un contexte aujourd'hui que nous devons également tenir compte, savoir que nous voulons l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, mais le Burkina traverse effectivement une situation sécuritaire et nous, travailleurs, nous ne sommes que 600 000 dans le formel, nous devons aussi tenir compte de ça pour avancer. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, représentant du gouvernement, dit être satisfait de la tenue de cette rencontre et de l'ambiance qui a prévalu. Selon Stanislas Ouaro, ce cadre d'échange a aussi permis au gouvernement de faire cas des difficultés budgétaires dont il fait face. Mais cela ne l'a pas empêché de prendre 3 engagements au sortir des échanges. Des engagements parmi lesquels la question salariale dans le privé. Nous avons fait comprendre à la partie syndicale qu'il y a une commission bipartite, donc patronat syndicat, de négociation salariale. Et lors de la rencontre gouvernement-patronat, le patronat avait souhaité effectivement que le gouvernement puisse l'accompagner pour l'organisation donc, de cette rencontre, la tenue de la rencontre. Donc nous sommes engagés à faciliter l'organisation de cette rencontre avant la fin de l'année 2021. Une rencontre donc, qui va se tenir entre le patronat et les syndicats pour discuter sur la question, donc, les questions salariales. Les 2 autres engagements sont en lien avec l'augmentation du SMIC et l'avenir de la Sotraco. Le gouvernement a également pris acte de certaines préoccupations des syndicats. Il s'agit entre autres d'une non-application des décisions de justice et du respect des libertés syndicales. Retour sur ce plateau pour le premier entretien, on va dire non téléphonique, parce que là maintenant vous êtes sur ce plateau avec nous. Il s'agit de Abdoulaye Ernest Ouedraogo, président du mois des centrales syndicales. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. On vous avait tout à l'heure dans le reportage, juste après cette rencontre avec le gouvernement, vous pour la partie syndicale. Et donc c'est, on va dire, un dialogue renoué. Un dialogue renoué. Après quoi, pas moins de, c'est quoi, 4 ans en gros. 4 ans, oui. Voilà, 4 ans de non-dialogue, on dira comme ça. C'était dû à quoi? C'est la faute du gouvernement? À qui la faute? C'était dû à quoi? Écoutez, on ne va pas jeter l'anathème à la partie gouvernementale seule. Il faut dire que effectivement, il y a la responsabilité du gouvernement, mais il y a aussi la responsabilité du monde syndical, parce que nous avions posé en son temps un préalable en lien avec la question des ITS. La situation ayant évolué, nous pensons que ça c'est derrière nous. Il faut maintenant aller à l'essentiel. Discutons, trouvons des solutions aux problèmes des travailleurs du Burkina. Oui, mais c'est déjà intéressant que vous dites, dans le blocage, il y avait une partie aussi de votre responsabilité qui était engagée. Mais l'IUTS, c'est vrai que ça nous a permis de voir aussi que vous n'allez pas forcément renserrer. Même quand on dit gouvernement, syndicat en termes de rencontres, on a l'impression qu'on a un monde syndical qui parle d'une seule voix, qui est très uni et tout. Mais si c'était une question, chacun tire la couverture vers soi. Et notamment l'IUTS l'a révélé. Alors, il faut être quand même assez pratique sur cette question des ITS. Il faut dire qu'il y avait 2 poids 2 mesures. Parce qu'il y a ceux-là qui payaient déjà l'UTS depuis la nuit des temps, c'est tout ce qu'ils percevaient comme traitement, mais il y en avait qui payaient l'UTS et qui n'en payaient pas sur certains traitements. Alors, dès lors où la question est posée en termes de réduction du taux d'application, et du coup, ça a créé au sein du monde des travailleurs quand même une certaine division. Parce qu'il y a ceux-là qui disaient 0 UTS, mais d'un autre côté, il y a ceux qui veulent qu'on réduise un tant soit peu le taux d'application pour alléger quand même ce qui les frappe. Vous avez eu le temps, en tout cas, d'arrondir les angles en votre sein. Absolument. La preuve, le dialogue, lui, l'a repris. Mais vous avez dit au départ qu'il y avait double responsabilité. Celle du gouvernement, c'était laquelle? Celle du gouvernement, c'était le refus total d'enlever les UTS. Chose qui allait quand même augmenter d'une manière ou d'une autre les revenus des travailleurs. Et nous sommes toujours dans ce combat. Et nous disons que en 2020, on a pu faire baisser le taux d'application. Si, au bout du compte, en 2021, nous réussissons à enlever 2-3 points, ça fait un plus. Et petit à petit, nous pensons arriver à enlever l'ITS carrément.
D'accord. On avait un reportage qui a fait un petit point de ce que vous aviez comme insatisfaction ou satisfaction au sortir de cet échange-là avec le gouvernement. Mais après, on fait le compte. Après 4 ans, il faut aller vraiment derrière pour voir ce qui n'a pas marché. Et quand on va derrière, c'est jusqu'à 2015, 2016, après 2017, et puis la dernière plateforme de mai 2021. En clair, quels sont les gros points d'insatisfaction qui sont les vôtres aujourd'hui? Alors, il faut dire que là-dessus, il y a effectivement l'augmentation salariale encore. Il y a aussi le relèvement des pensions et surtout le traitement équitable des pensions. Aujourd'hui, nous avons les pensions qui évoluent au niveau de la Carrefour et pas au niveau de la CNSS. Alors que le pain, il coûte le même prix pour tous les retraités. Et les vivres, ça coûte les mêmes prix pour tout le monde. Donc nous pensons que le gouvernement doit être très regardant pour revoir l'augmentation des pensions de manière équitable pour que chacun puisse... Il y a également un certain nombre de questions, à savoir par exemple quand on a nos camarades travailleurs admis pour des formations, ils n'ont plus droit à l'indemnité de logement. Alors même que ça pose un vrai problème, à savoir que si je suis à Ouaga et que je dois suivre la formation à Bobo, je ne déplace pas ma famille. Moi, je me déplace. Et ça fait du coup comme si je gérais 2 foyers. Si en plus de ça, on m'enlève l'indemnité de logement, ça devient caduc. Il y a aussi le cas de nos camarades travailleurs qui subissent des affectations pour nécessité de services et qui n'ont pas une prise en charge pour les jeunes, leur nouvelle affectation. Ça pose un problème. Nous pensons que le gouvernement doit, de manière responsable, si l'affectation est nécessaire, c'est qu'il faut mettre les moyens pour que celui-là qui est affecté puisse rejoindre son poste d'affectation. Ça, par exemple, c'est des questions que nous voulons que le gouvernement tranche très rapidement là-dessus. Nous saluons cette rencontre parce que ça nous permet déjà d'ouvrir des débats et nous saluons au passage l'engagement que le premier responsable du gouvernement a pris en disant que le dialogue, le cérémonial ne doit pas constituer seulement le cadre d'échange, mais il doit être permanent, le dialogue doit être permanent entre le gouvernement et le syndicat. Il a même invité les ministres à ouvrir des dialogues sectoriels. Cela va permettre d'aplanir déjà un certain nombre de questions. Cela va permettre de se retrouver avec le gouvernement sur des questions d'ordre national qui ne sont plus d'ordre sectoriel. Insatisfaction. Quand on en parle, c'est sûr qu'on sent le syndicat se lâcher. Mais le point de satisfaction, vous avez même mis un bémol. C'est quoi les satisfactions, même avec bémol? L'insatisfaction, vous dites où? L'insatisfaction. Alors, nous sommes déjà satisfaits que le gouvernement s'est engagé à remonter le SMIC. Parce que le SMIC, il est à 33 000. Nous avons demandé de l'amener à 60 000. Ouvrons les débats et que le SMIC puisse connaître, en tout cas, une révision à la hausse. Donc le SMIC à 60. C'est ce que vous avez demandé. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et je pense que le ministre le disait déjà à demi-mot, il faut intégrer le patronat dans les discussions et qu'ils sont prêts à œuvrer à ce que vous puissiez vous asseoir, syndicats et patronat. Parce que je pense que le travailleur s'assoit avec celui qui le paye pour discuter de ces choses-là. Pour vous, ça pourra solutionner un certain nombre de problèmes? D'abord, notre position était que lorsque le président du FASO décrète une augmentation nationale, c'est pour l'ensemble des travailleurs. C'est vrai, il y a une commission bipartite qui observe ce que le patronat peut faire. Donc, nous y sommes allés, mais nous pensons aussi que le patronat sera très regardant parce que quand on regarde l'inflation, quand on regarde le coût de la vie, et je pense que le patronat n'a pas besoin de clochards au niveau de ses locaux. Alors, pour ce qui est du SMIC, c'est une souveraineté nationale. Et nous pensons que l'État doit prendre ses responsabilités. D'accord. Et justement, revenons à la question même de ce dialogue-là lui-même. Oui. À un moment donné, vous entendez dire qu'il faut qu'on revoie la forme du dialogue en lui-même, ce dialogue syndicat-gouvernement. Quelle est la forme que vous voulez pour ce dialogue? Alors, il faut dire que lorsque nous sommes retrouvés dès lundi, nous avons un peu patiné avant
d'aller au dialogue véritablement. Et nous pensons que en la matière, il y a des procédures qui n'ont pas été vraiment bien agencées. Nous voulons aujourd'hui nous asseoir avec le gouvernement pour redessiner la forme de ce dialogue pour que nous soyons plus efficaces lorsqu'on se retrouve. Et du reste, quand on prend l'invitation du Premier ministre à ce que de manière sectorielle, les gens puissent s'accorder, déjà, ça va être un élément qui va nous enlever une épine du pied. Parce qu'on aurait résolu des problèmes sectoriels avant d'arriver à des problèmes nationaux. Voilà. D'accord. On va vous remercier, M. Abdoulaye Enes Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Et nous pensons vraiment que vous allez nous épauler parce que vous êtes très utile pour nous. D'accord, merci bien. Et ce qu'on espère, c'est que le bout du tunnel, on le voit ensemble. Je pense que c'est ça le plus important. Nous aimons tous le Burkina et nous devons y aller. Merci. On va continuer ce JDS avec une autre rubrique, c'est Ciel Société. Et on revient sur la date d'aujourd'hui, puisque nous sommes 25 juillet, et en ce jour est commémorée la journée mondiale de la prévention de la noyade. Et cela est défini comme un décès par suffocation de l'eau ou d'autres liquides qui remplissent donc les poumons. Et il faut préciser qu'il est à déplorer pas moins de 200 000 décès pour cause de noyade dans le monde. Et cela se passe aussi forcément au Burkina Faso. Et la question du sauvetage était au cœur en cette journée, notamment avec la Fédération burkinabé de sauvetage, qui a initié une journée de sensibilisation. Et c'était donc dimanche au barrage numéro 2 de Tanguin. Michael Tougri pour Le Point. Selon des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 23 000 personnes sont mortes par la noyade en 2019, ce qui fait de la noyade un problème majeur de santé publique. Au Burkina Faso, le nombre de noyades ne cesse de s'augmenter. Et pourtant, à travers des gestes simples et rapides, une personne peut être sauvée de la noyade. Au barrage numéro 1 de Tanguin, ces gestes de base sont enseignés par la Fédération burkinabé de sauvetage. Quand une personne tombe dans l'eau, il faut dire que la première chose à voir, c'est la distance. Si la personne est à côté de vous, on peut donner un objet qui est à côté. Ça peut être un long bâton, ça peut être, je ne sais pas, une planche à la maison, un morceau de corde et tout. Voilà, si la personne est loin, bon, là, il ne faut pas se risquer comme ça. Parce que si vous partez, si la personne se saisit de vous, ça devient un problème. Au lieu d'une victime, on aura 2 victimes. Voilà. Si vous ne pouvez pas, c'est d'appeler à l'aide. Il est important pour nous, pas seulement la fédération, mais vous, acteurs aussi de la société, de contribuer et de travailler à promouvoir bien sûr cette activité, afin que nous puissions ensemble, la main dans la main, réduire considérablement les risques de noyade. Alors les plans d'eau, nous les constatons presque partout, mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas que la saison pluvieuse qu'il pleut. Il arrive très souvent qu'il y ait bien sûr un étang d'eau quelque part et qu'on glisse et qu'on ne sait pas comment se débrouiller. Donc c'est pour cette raison, même en saison sèche, nous pouvons sauver des enfants qui quittent l'école pour rentrer. Nous pouvons sauver bien sûr des passants et là c'est très important. Donc ce n'est pas une activité qui se limite que seulement à la saison pluvieuse. La fédération travaille toute l'année dans ce cadre-là pour que chacun puisse en tout cas apporter sa contribution. La noyade est classée 3e cause de décès par traumatisme non intentionnel dans le monde. C'est donc une activité de sensibilisation appréciée qui va sans doute contribuer à la prévention de la noyade au Burkina Faso. Avec ce qu'on a appris aujourd'hui, ça peut vraiment nous permettre non seulement de prévenir ce qui est l'essentiel de ce qu'on a appris aujourd'hui, mais de sauver. Voilà, on a vu plusieurs techniques de prise. On a vu aussi comment sauver une victime consciente et une victime inconsciente qui ne respire pas. Et tout ça, c'est vraiment nouveau. Cette journée mondiale de la prévention de la noyade créée par l'Assemblée générale des Nations Unies à l'initiative du Bangladesh, où 40 enfants meurent noyés chaque jour selon les statistiques de 2016. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 2009 et 2019, 2,5 millions de personnes ont trouvé la mort par noyade.
Très important d'apprendre donc ces gestes-là, gestes simples mais qui peuvent sauver des vies. Et donc cette journée est donc consacrée à la sensibilisation plutôt en la matière, notamment avec la Fédération burkinabé de sauvetage. Nous allons passer à un autre sujet, et cela avec le maire de Poura, Saïdou Traoré. Bonsoir. Merci, bonsoir. On va le préciser avec nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on vous reçoit. Cela est inspiré d'un article de lefaso.net, et je lis d'abord le chapeau de l'article et on comprendra. Poura, c'est la commune minière par excellence au Burkina Faso. Dans cette partie du pays des hommes intègres, l'or brille pour tout le monde. La vie est belle, ses habitants mangent gras et boivent frais. Seulement, cette description est le souvenir d'un passé lointain. Dans la réalité, Poura aujourd'hui n'est que l'ombre d'elle-même. Elle a un passé glorieux et un avenir hypothéqué. Pour cause, l'or qui semblait faire son bonheur est devenu son malheur. La course effrénée au métal jaune est en train de tuer à tout feu la vie. Extrait donc de lefaso.net pour être fidèle aux choses. Et c'est la réalité aujourd'hui on va dire de la localité que vous avez à gérer. Vous avez, on va dire, fait des mains et des pieds pour que cette situation-là soit sue. Mais moi, j'ai beaucoup... En fait, il y a beaucoup de choses qui nous viennent en tête comme ça quand on regarde. On a l'impression que l'élu même, il devient impuissant face à un phénomène. Alors que c'est vous, d'une façon ou d'une autre, qui détenez un peu le pouvoir. C'est vous qui pouvez changer les choses. Mais quand vous-même êtes obligé de lancer des cris de cœur, ça devient compliqué. Moi, je veux comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que quand on écoutait le pays, ça allait. Il n'y avait pas de problème. Tout était bon dans le meilleur des mondes. Oui, c'est ça. Comment on en est arrivé à cette situation aujourd'hui de Poura? Vraiment, merci. Merci de m'avoir donné la parole pour qu'on puisse un peu parler de la commune de Poura. Vous l'avez si bien dit, c'est une commune où on parle, en tout cas en grande partie, de l'orpaillage. Ça veut dire que c'est une commune qui a comme activité principale l'orpaillage. Alors, qui parle d'orpaillage, vous le savez bien, il y a l'utilisation des produits chimiques toxiques, notamment le mercure et le cyanure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le malheur, c'est que c'est dans le désordre total. Et quand des produits comme ça sont utilisés dans le désordre total, ça ne peut que occasionner des conséquences néfastes. Et ces conséquences, c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Les conséquences néfastes, on est d'accord. Tout le monde connaît un peu comment ça se passe. Lorsque il y a des questions d'orpaillage, il y a des questions de non-droit, il y a des questions de difficultés de contrôle, il y a beaucoup d'éléments de ce type-là. Mais petit à petit, vous avez vu quand même les choses venir. Parce que c'est des trous qu'on creuse ici. On apprend qu'il y a une bonne teneur là. Et donc, il y a des populations qui, en masse, très vite, viennent regagner certaines terres et ça devient un peu compliqué. Mais pour ce qui est de Poura, vous dites, c'est la question de la pollution. D'où viennent la plupart des produits qui vous fatiguent aujourd'hui dans votre zone? Comment c'est acheminé? Comment ça se passe? Je peux dire que c'est peut-être partout d'ailleurs au Burkina, mais le cas de Poura est un peu exceptionnel. Voilà, vous savez, l'utilisation de ces produits que j'ai dit, le cyanure et le mercure, la plupart des orpailleurs aujourd'hui dans ma commune ont commencé à se convertir, en tout cas dans l'utilisation en fait, de ces produits. Parce que d'après les ont dit, ils trouvent qu'avec ces produits, ils arrivent à mieux extraire leur or. Et qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Le malheur d'abord, je vais vous dire, c'est quoi? Dans nos concessions, dans nos cours, dans nos familles, j'ai parlé de ça. Parce que du fait que les gens utilisaient des machines qu'on appelle Mwabiare Amore, ces machines dégagent énormément de poussière. Je vais vous dire que même quand tu traverses la ville de Poura, la première des choses qui puissent te tiquer, c'est de voir que notre commune, il y a des terres partout dans les cours. Il y a des machines installées par-ci, par-là. Et franchement, ça ne fait pas honneur. Parce qu'on ne peut pas être dans une cour d'habitation. Et qu'à côté, on a toujours une machine qui dégage énormément de poussière, avec les nuisances sonores. Et sans compter les conséquences, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que dans la commune, nous avons les statistiques, c'est pas du tout, c'est très alarmant. Et moi, à son temps, avec mon conseil municipal, nous avons décidé de délocaliser ces machines et d'organiser pour que vraiment chacun puisse travailler dans la quiétude.
et que, en les délocalisant, qu'au moins les gens puissent travailler en dehors de la ville et qu'ils puissent travailler 24/24. Malheureusement, nous n'avons pas été compris, tenez-vous bien, que pour cette affaire de délocalisation, pour donner la santé à ma commune et à ma population, cela a valu l'objet d'une marche contre le conseil municipal. Tout simplement, nous demandons que notre commune puisse vivre mieux, que même ceux-là qui font même ce travail puissent être encore dans les bonnes conditions, surtout être en bonne santé. Malheureusement, ça n'a pas été... Mais qu'est-ce qui se passe alors? Parce que vous voulez les délocaliser, c'est qu'ils creusent même dans les maisons, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas qu'ils creusent, puisqu'en fait, ils s'en vont chercher cette terre même en dehors de la ville. Ce qui veut dire que les machines pouvaient rejoindre là où ils vont chercher la terre. Malheureusement, ils préfèrent venir installer ça dans les concessions, soit disant qu'il y a le courant qui est là-bas. Pourtant, quand il y a les sites d'orpaillage qui se créent par-ci, par-là, ou bien qui sont en tout cas découverts par-ci, par-là, les machines sont installées sans courant et ça marche bien. Bon, moi, je leur ai expliqué, j'ai même pris le temps de faire des sensibilisations, des sorties, et j'ai même passé 2h30 à son temps à la radio pour leur expliquer un peu les conséquences du cyanure, les conséquences du mercure, et franchement, si les autorités, je vais encore, peut-être vous dire que je demande encore que les autorités s'y pensent parce que le problème de Poura est très, très, très sérieux. Vous parlez de cyanure, on parle de bac à cyanure qu'il y a et pas loin des concessions, je dirais même dans certaines concessions. On parle on parle aussi de cyanure qui se traite sur des sites à ciel ouvert de façon anarchique. Oui. Effectivement, parlant de bac à cyanure, ça, c'est un bac qui a été abandonné depuis le temps de la Sorimib. Okay. Depuis les années 1999. Maintenant, ce bac est à ciel ouvert. Alors que, quand on s'approche, les journalistes qui ont été là-bas, c'était pas facile. Environ même, je peux dire 20 mètres, c'est pas vivable. Voilà. Et effectivement, comme vous le savez, quand on a affaire à un bac comme ça, la pollution avec les eaux de pluie, les ruissellements, il y a des champs qui sont à côté. Et les animaux peuvent boire. Les enfants peuvent être à côté, ils sont innocents, ils sont inconscients. Vous voyez les conséquences que cela peut entraîner. Ce qui veut dire que dans la commune de Poura aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et tout ça, c'est dû à ces produits chimiques toxiques. Mais comment ça c'est une question qui pour moi tient à cœur quand même et ça permet de comprendre. Comment est-ce qu'on s'installe lorsqu'on veut faire une activité ou une autre? Je pense que vous, en tant que maire, vous avez quelque chose à dire selon la typologie de ce que vous voulez exercer. Commerce ou démarche industrielle, il y a des quartiers qui sont des quartiers dits à fonction résidence. Tout ça, c'est écrit, c'est nos textes qui le disent. Comment ça se passe? Normalement, ça devait être avec le concours de la mairie pour pouvoir installer ceux qui viennent faire ces genres de travaux. Malheureusement, que ce n'est pas le cas. Nous ne sommes même pas au courant, d'autant que ce ne sont pas des zones loties. C'est des gens qui viennent, par exemple, pour ceux qui font le travail de cyanure, par exemple. C'est des gens peut-être qui sont aux encablures de la ville, mais particulièrement les machines dont je parle, et ils sont installés dans les concessions. Et ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. C'est depuis les années 2008. Nous sommes venus, c'est un combat qui a été mené depuis. Maintenant, il fallait vraiment qu'il y ait en tout cas une solution. Mais des machines dans les concessions, oui. C'est des opérateurs qui viennent les installer ou bien ce sont des familles qui se sont transformées en entrepreneurs sur ce chapitre-là? Ah oui, ça c'est juste parce que ce sont peut-être des familles, si je peux le dire, parce que je pense que si le chef de famille n'est pas d'accord, on ne peut pas venir installer une machine dans ta cour. Alors, ce sont les familles qui les installent, qui se disent que c'est avec ça ils vont avoir leur puissance, alors que ce n'est pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est de se trouver un endroit en dehors de la ville, et vraiment mener cette activité et bien encadrer cette activité. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher que ça soit, on a parlé récemment, je ne sais pas si vous avez dû apprendre, le problème du fleuve Mouhoun. Voilà, certainement que vous avez appris. Avec des poissons qu'on a vu flotter. Malheureusement, on parle de poissons morts. Ça, ce sont des poissons qui sont morts. Et les personnes qui sont en train de mourir à petit feu et dû à ces produits que les gens ignorent, c'est ça le vrai problème. Sincèrement, c'est ça le vrai problème. Mais là-dessus, vous, en tant que maire, je me dis, il y a peut-être votre action de sensibilisation, on va dire,
de non-facilitation pour ce qui est de ces dérives-là et tout. Mais vous parliez d'autorité, même si vous-même vous êtes une autorité, quoi qu'on le dise. Est-ce que ça n'a pas une oreille attentive Je ne peux pas dire que ça n'a pas une oreille attentive. Je sais que les autorités compétentes au niveau national ont pris la chose à bras-le-corps. Et je sais que d'ici là, peut-être des solutions, en tout cas, seront trouvées. Et je pense que pour cette activité, je ne peux pas dire que je suis contre l'activité, jamais. Je souhaiterais que cette activité soit encadrée. Elle soit encadrée. Tant qu'on utilise des produits chimiques, à tort ou à raison, n'importe comment, n'importe où, vous savez les conséquences. Récemment, ce n'est pas pour vos choses, il y a un qui rentrait dans la commune, pendant qu'on parlait de poissons morts, il y a un qui rentrait dans la commune sur sa moto avec 3 sacs de cyanure. Mais comme il l'a attaché, ça a été mal emballé. Le gaz l'a tellement pénétré qu'à l'entrée, il est tombé. On a tenté de le secourir en l'amenant à l'hôpital, mais il a succombé. Je vous l'ai dit. Si cette marchandise, par exemple, rentrait dans les concessions, qui est mal emballée, des gens vont respirer ça, sans se rendre compte, même s'ils ne mourraient pas sur place, les conséquences, vous les savez. Vous les savez, ce qui veut dire que des gens vont être là, à un certain moment, il y a des mots par-ci, par-là, ils vont aller faire des consultations, et c'est ce que d'ailleurs nous vivons dans la commune. Hein. Ça, je vous l'ai dit clairement. À un moment donné, vous disiez que vous avez des statistiques. C'est-à-dire que sur la question qui préoccupe aujourd'hui, il y a quand même des études qui ont été menées. Parce que je pense que nos ministères, ceux qui font la défense de l'environnement et tout, ont des agents un peu partout. Et donc, c'est des choses qu'on constate. Je pense que même sur la question du monde, avec les poissons qu'on a vu flotter, on avait eu un communiqué qui nous parlait de taux d'oxygène dans l'eau et tout, bon, qui semblait ne pas nous alarmer outre mesure et tout. Mais je me dis, il doit y avoir des travaux qui doivent dénoter de ces choses-là. Mais oui. Ce que vous dites, par rapport... je ne vais pas revenir par rapport au résultat qui a été donné en première position. Je ne suis pas un technicien, mais c'est nous, en tant que profanes, ce que nous vivons, nous savions que ce qui a été, en tout cas, la cause, en tout cas, du fléau Mouhoun, c'est en tout cas, comment on appelle, une intoxication. Ça, au moins, c'est clair. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Les autres détails, je ne les connais pas. Maintenant, parlant aussi de la sensibilisation, ça a été notre premier combat depuis 2016. Depuis 2016, quand je suis arrivé au conseil municipal, avec mes conseillers, c'était notre premier combat. Pas combat, c'est-à-dire un approchement. On a tenté d'approcher les orpailleurs. Nos premières rencontres, c'était avec eux. On a tenté vraiment de voir comment on pouvait vraiment, au fur et à mesure, régler cette situation. Et je pense que c'est là que nous sommes arrivés même à revoir un peu les horaires par rapport à l'utilisation des machines. Sinon, les machines, à son temps, peut-être fonctionnaient 24 sur 24. Imaginons que votre voisin a une machine qui passe tout le temps à faire du bruit. Vous êtes malade, vos enfants sont là, ils doivent aller à l'école. Votre femme étale la farine, tout est poussière. C'est-à-dire, la poussière, là, tout ça prend la farine. Qu'est-ce que vous allez faire? Sans compter ce que vous respirez. Par rapport aux statistiques dont vous parlez, sincèrement, je ne peux pas donner les statistiques ici, sinon comme je ne suis pas trop habilité en la matière, mais seulement nous avons été interpellés par les médecins, par en tout cas les autorités sanitaires de la localité. Et même quand je suis passé à la radio, j'ai même pris des renseignements, j'ai compris que la plupart des maladies dans la commune étaient dues à des maladies respiratoires, plus de 40%. Et le taux de morbidité était très élevé. Ça veut dire que c'est pas facile. Vous savez les conséquences que cela peut entraîner. Il y a les malformations congénitales. Il y a les, comment on appelle ça, même les problèmes de tension, problèmes cardiaques. Il y en a tellement. Le médecin a eu à citer un certain nombre de maladies qu'à un certain moment on se demande que est-ce qu'il y a pourra tout ce que nous vivons aujourd'hui à 80%, est-ce que ce n'est pas dû à l'orpaillage? C'est très important. Et très souvent, lorsqu'on parle de l'or, il y a comme qu'ils disent, hein, avec ce langage que l'on commet, qui est populaire, il y a comme un genre de malédiction qui va avec. On ne dira pas que ça c'est en train d'arriver à Poura, mais ce qu'on vous souhaite, c'est qu'il y ait au moins des oreilles attentives et qu'on aille vraiment bien regarder dans ce qui est en train de s'y passer. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même aussi ça fait quand même un peu peur, les quelques images qu'on a et puis les témoignages qui sont les vôtres. Mon frère, sincèrement, ça fait peur à Poura. La nappe phréatique, je vous l'ai dit, le sous-sol, ça veut dire que tout est presque contaminé. Les fourrages que nous avons eu la chance d'avoir, à chaque fois, on est obligé de fermer. Présentement, on ne sait même pas, il y a des villages, on ne sait même pas comment on va se débrouiller pour vraiment leur offrir de l'eau potable comme il se doit. Donc, je pense que le problème dépasse les compétences d'un maire comme moi.
Voilà pourquoi je profite de votre antenne pour lancer mon cri de cœur, un cri de cœur, en tout cas à l'endroit des autorités compétentes, pour que vraiment on comprenne le problème de Poura à bras le corps. Je ne suis pas contre l'orpaillage. Je ne peux pas être contre l'orpaillage. Ce que je souhaite, que ça soit organisé. Point. D'accord. Je pense qu'on a compris donc ce message-là qui a été le vôtre, et on espère que les oreilles donc sont attentives à l'endroit de ce que vous disiez tout à l'heure. Merci d'être passé sur ce plateau. Franchement, c'est moi qui vous dis grand merci. Très grand merci. Parce que ça a été un plaisir. Je rappelle que vous êtes Saïdou Traoré et vous êtes le maire de Poura. On va poursuivre ce JDS, journal du dimanche au soir, avec la dernière des rubriques, c'est celle sport. Et dans cette rubrique sport, comme nous disions en titre, plusieurs sujets seront abordés. On va s'arrêter sur les JO et la participation notamment de nos étalons, ceux qui représentent donc ce Burkina Faso et qui ont pour ambition de faire voler le drapeau très haut. On va commencer, parce qu'on parle de sport, par une performance, c'est celle d'un homme. Il est l'homme le plus fort du monde, en tout cas, pour certains exploits qu'il parvient donc à faire et à établir. Et en effet, l'international burkinabé Iron Bibi au Royal Albert Hall de Londres lors du Strongman Classic 2021 a établi un nouveau record mondial. Les images que vous avez donc, c'est une compétition donc qui se déroulait, on le disait, à Londres, en Angleterre. C'était hier samedi 24 juillet. Cheikh Sanou dit Iron Bibi qui a soulevé un poids de 217 kilos. Vous allez le voir, c'est plein d'émotions puisque il a d'abord tenté par 2 fois. Donc, c'est 217 kilos, ce qu'il est en train de tenter de soulever ici et maintenant, ce qui n'est pas simple. Et la première tentative, c'est l'échec que nous voyons ici. Une deuxième tentative parce que il croit crânement en ses chances et puis il est convaincu de pouvoir passer cette étape-là, passer ce cap-là. Et encore, il y a un deuxième échec. On a l'impression que tout est terminé et que l'homme va abdiquer, mais c'est là où il nous montre ce qu'est le Burkinabé. C'est celui qui n'abandonne pas ici et maintenant, qui se dit qu'il a toujours une chance et il va d'ailleurs demander cette chance-là et à l'organisation et au public qui va le lui accorder. Et Iron Bibi, pour finir, va venir se présenter devant ce qui pèse, je le rappelle, 217 kilos. Il faut rappeler aussi que le détenteur de la performance avant, donc celui qui était champion du monde, lui c'était à 216 kilos, donc lui ajoute 1 kilo en plus et regardez, il le brandit très haut. Ça se passe de commentaires. C'est ce que nous avons comme image très forte hier. Le drapeau du Burkina qui flotte encore très haut et un homme, Iron Bibi, Cheikh Sanou, qui fait parler de lui et qui fait parler du pays des hommes intègres. C'est ce qu'on voulait partager en entrée dans la partie sport de ce rendez-vous JDS, journal du dimanche au soir. Et ma voix n'est pas plus indiquée, hein. Celle la plus indiquée, c'est celle de Claude Romba. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy, je pense qu'on est très content de voir cette performance de Iron Bibi qui soulève cette masse de 217 kilos, vous l'avez dit, hein. Et puis du côté de Londres, il bat le record qui était détenu par un Britannique. Il bat ce record-là à Londres de 217 kilos. Je pense que c'est une performance formidable et il ne fait qu'enchaîner donc les performances lors donc, de ce Strongman classique 2021. Et ce qui est intéressant, c'est même la façon. Donc vous voyez l'histoire qu'il y a derrière, c'est plein de symboles et c'est toujours bon à savoir. Donc bravo champion. Il faut rappeler que c'est Eddie Hall qui détenait Eddie Hall qui détenait donc le record dans cette catégorie. Eh bien, le Burkinabé est passé devant et devant le public du Britannique. Il fait fort en tout cas. Il fait très fort. On a dit en entrée, on va s'intéresser à beaucoup d'autres performances. Maintenant, les JO, c'est vrai que ça a débuté, les JO. On a eu Domon qui représentait donc le Burkina Faso pour la partie cyclisme. Il y a eu, je ne parlerai pas de contre-performance parce que je pense qu'il faut être aussi honnête avec nous-mêmes. C'est quelqu'un qui allait découvrir aussi la compétition avec un secret espoir aussi de pouvoir faire un coup. Sait-on jamais, on l'a vu avec en natation, avec quelqu'un qui décroche une médaille sans avoir été une véritable chance
pour un quelconque classement. Donc, on a toujours en tant qu'athlète cela. Mais c'est triste quand même aussi pour Domon Non, je pense pas que c'est triste pour Domon. Je pense que c'est une grosse victoire pour ce jeune Burkinabé-là qui a montré en tout cas qu'il avait des qualités. Maintenant, c'est le haut niveau, il faut le dire. C'est pour des professionnels. Et il faut rappeler que Paul Domon n'a pas eu les minima pour se qualifier à ces Jeux Olympiques. Il a été invité, et il faut le dire, hein, je pense qu'on a vu beaucoup de gens se plaindre, ou en tout cas, on s'était enorgueilli parce qu'on avait l'impression que Paul Domon pouvait donc aller peut-être ravir quelque chose, mais ça allait très très difficile, il faut le dire. Et puis, je pense qu'en tant qu'invité, il ne peut pas avoir de médaille. Ça aussi, il faut le dire. Et je pense que le Burkina est représenté dans cette, je dirais, à ces Jeux Olympiques par 3 athlètes qui peuvent prétendre à des médailles. Il s'agit donc de Hugues Fabrice Zango, de Marthe Kouala et de Lucas Diallo, qui sont donc eux qui ont eu les minima pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il faut rappeler que pour les Jeux Olympiques, même si on n'a pas eu des minima, je pense que les pays ont la possibilité d'être invités. Et je pense que le Burkina Faso, tous ceux qui sont venus, que ce soit Paul Domon ou que ce soit Angelica Sika Ouedraogo, ceux de la natation, et même le taekwondoïne, ils ont tous été invités pour leur permettre de grandir, d'apprendre aux côtés donc des professionnels. Et pourquoi pas, parce qu'ils ont été jeunes, ils sont jeunes du moins, ils ont montré qu'ils avaient beaucoup de talent, ils ont montré de l'envie, et je pense que c'est pour récompenser cela aussi qu'ils ont été invités. Quand vous prenez le jeune taekwondoïne qui a été 3e et qui a eu la médaille de bronze lors donc des Jeux africains, je pense que c'était, il a raté depuis les minima, je pense que c'est une juste récompense pour lui donc d'être appelé pour évidemment se faire valoir également. Et puis il faut aussi le dire, pour Paul Domon, c'est vrai que pour certains en tout cas il n'a pas pu courir lors donc de la course contre la montre parce que bon, c'était réservé aux professionnels. Voilà. Encore pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu les minima, et on a décidé donc de permettre aux professionnels de pouvoir compétir de façon. Donc je pense que il faut dire bravo à Paul Domon pour ce qu'il a fait, parce que il n'a pas été ridicule. Il a tenté des échappées, il s'est fait voir, il a montré du caractère, il faut le dire, même si après il a abandonné, mais il a montré du caractère. C'est cette force de caractère-là qu'il faut saluer. Et puis bon, attendre donc pourquoi pas des lauriers pour les prochaines fois. Et je dis que pour ces Jeux-là, ces Jeux Olympiques, le Burkina ne va pas rentrer bredouille, ça c'est évident. Parce que quand vous avez un garçon comme Hugues Fabrice Zango qui est une chance... je dirais inouï de médaille pour le Burkina Faso, et on espère que bon, il va pouvoir nous envoyer, je pense, la médaille d'or, parce que on voit mal comment cela pourrait lui échapper, même si ça reste quand même une compétition, ça reste un sport, il y a toujours des aléas, mais on croit Dieu comme fait que ce garçon va pouvoir relever les défis. Il a travaillé pour, et je pense que bon, on croise les doigts. On va croiser les doigts, et puis je pense que c'est demain, non, pour Diallo. Tout à fait. Donc, on va aussi croiser les doigts. On va pour lui. croiser pour, je dirais, donc le jeune Diallo qui va compétir donc du côté donc du judo. Et j'espère que ça va aller pour ce jeune Burkinabé. D'accord. Et vous avez parlé de ce grand espoir de médaille-là, Fabrice Zango. Je pense que c'est vraiment ce qu'on attend hein, et depuis. Et bon, on croise les doigts. On espère qu'on a aussi que des surprises agréables pour ces JO-là. 2 infos pour nous. D'autres infos également, il faut dire que ça sourit bien pour les joueuses de l'Union sportive des forces armées qui sont du côté d'Abidjan pour évidemment participer au tournoi de l'UFOA B Dames qui rentre également en qualification pour la Ligue africaine des champions dames. Et je pense que le Burkina, du moins l'Union sportive des forces armées, a réussi son entrée dans la compétition puisqu'elles ont battu les 11 sœurs de Gagnoa par 1-0 grâce à Fatoumata Tamboura qui a montré encore, on la surnomme Léo Messi, c'est pas pour rien. Je pense qu'elle a montré toute sa classe dans ce but-là où bon, elle ne doit rien à personne. C'est véritablement sa qualité, amortie, poitrine, dégage, elle élimine son vis-à-vis, frappe. Et puis bon, ça fait but, ça fait 1-0 et c'est ce but-là qui a fait autorité jusqu'à la fin. Et les filles du Zakaria Zeba se sont imposées 1-0 et elles vont jouer vendredi contre les amis du monde du Togo. Il faut dire que dans la poule du Burkina, il y a 3 équipes et
les 2 premières équipes sont qualifiées pour les demi-finales et les équipes qui seront donc en finale vont se qualifier directement pour cette première édition de la Ligue africaine des champions. Et on pense que ça peut passer pour les filles des Zakaria Zeba qui aujourd'hui sont en pole position parce que vendredi elles jouent le 2e match, un match nul les propulse directement en demi-finale. Donc après il ne restera qu'une seule marche à franchir et on espère que elles pourront donc franchir cette marche et puis pourquoi pas se retrouver comme invitées dans cette première édition de la Ligue africaine des champions. Voilà. D'accord. Je pense que vous avez aussi un coup de gueule. Tout à fait. Vous avez un coup de gueule parce qu'on est déjà à 49. Donc ça va très vite. Très vite. Coup de gueule, je veux parler un peu. Je ne dirais pas coup de gueule contre la fédération burkinabé de rugby parce que la fédération fait beaucoup. Peut-être coup de gueule contre le ministère des Sports et des Loisirs parce que vous voyez ces jeunes garçons qui représentent le Burkina Faso, le 15 burkinabé qui est allé pour les qualifications de la Coupe du Monde, donc jouer contre le Zimbabwe. La première partie, ou du moins le premier match, s'est soldé par un 101-3 pour les Zimbabwéens et après sans appel et après 95-5 on peut dire mais quand tu regardes le Burkina en apprentissage certes, mais le Burkina s'est pas préparé pour aller à cette compétition là et les joueurs sont partis de façon, je dirais, débraillée et ça c'est pas bien. Ils n'ont pas été encouragés, il y avait pas de prime, il y avait rien pour ces garçons et je pense que c'est quand même un coup de gueule. Je pense que quand on va représenter le Burkina Faso dans une compétition comme ça pour les éliminatoires de la Coupe du Monde où le Burkina Faso vient de faire son entrée également dans le Gotha du monde du rugby, reconnu par la Fédération internationale de rugby, je pense que quand même on aurait pu accompagner ces garçons-là. Mais c'est pas encore fini. Il y a encore un match contre la Namibie. C'est vrai que la Namibie est une grande nation de rugby. C'est vrai que le Burkina ne va pas forcément pour gagner, mais le Burkina doit pouvoir aller se défendre valablement et on doit pouvoir encourager ces jeunes-là, ne serait-ce que par des équipements, ne serait-ce que par, je dirais, être habillés comme les autres, parce qu'on a vu les Zimbabwéens tous en veste, tous en cravate, très bien habillés, assortis, et quand vous voyez les nôtres, c'était un peu décevant, et je pense que il faut dénoncer cela, parce que quand on dit étalon, c'est pas forcément que le football, parce que à tout point de vue, ils permettent aussi au Burkina Faso de se faire valoir et de hisser haut le drapeau du Burkina Faso, et je pense que on doit beaucoup d'égards à tous les athlètes, on doit beaucoup d'égards à toutes les disciplines. Je ne dis pas d'avoir les mêmes primes de match que le football, mais il faut aujourd'hui il faut codifier tout cela pour permettre donc, quand une équipe nationale sort, parce qu'elle sort avec l'aval du ministère, quand l'équipe nationale part, c'est parce qu'il y a eu des ordres d'émission, c'est parce qu'il y a eu cela, il y a eu ceci et cela. Je pense que de façon administrative, tout était OK. Donc, on sait qu'ils vont représenter le Burkina Faso. Et je pense que, messieurs donc, du ministère des Sports et des Loisirs, il faut aussi donc, pousser toutes les disciplines, parce que voilà. C'est bien dit, mais au fond, ce sera peut-être ma dernière question, c'est que c'est vrai que même quand on va ailleurs, il y a une économie du sport. Ça veut dire qu'il y a la passion, mais la passion aussi, derrière, on fait un genre de travail pour qu'il y ait du mercantile, il y a quelque chose qui se construise autour. Avec le sport roi même qu'est le football, on a même du mal ici. Tout à fait. Tant et si bien que les prises en charge sont clairement très souvent même c'est à la charge pratiquement globale du ministère, mais après on vient vous chanter qu'il faut ceci ou cela, c'est compliqué. Le Fonds national pour le développement du sport, ce fonds est alimenté par les taxes des téléphonies, et je pense que c'est quand même une cagnotte qu'on peut permettre donc aux équipes nationales qui vont représenter le Burkina Faso, que ce soit en athlétisme, que ce soit de façon individuelle, que ce soit de façon collective, parce que ce sont des représentants, et je pense qu'on peut peut-être dégager quelque chose pour leur permettre donc de représenter dignement. Je ne dis pas d'être au même niveau que le football, mais quand même, il faut un peu d'égards, un minimum en tout cas, voilà. Ne serait-ce que pour les encourager avec des primes de match, je pense que ça peut leur faire du bien. On espère que ces pics ou bien ces critiques iront dans des oreilles qui sont, on va dire, attentives à cela, parce que c'est à la fois un coup de gueule, mais je pense que c'est pour le bien aussi, pour tous ceux qui sont les amoureux de ces sports différents-là. Merci bien, Claude Romba, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Geoffroy. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous tout au long de ce JDS, journal du dimanche au soir. Il dure en gros 1 heure, donc un peu moins seulement d'1 heure. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien.